bonjour et merci pour votre fidélité pour ce premier temps de parole. On va recevoir l'un de nos parlementaires. Le sénateur Tani est avec nous sur le plateau. Bonjour sénateur. Bonjour Anne-Constance, bonjour tout le monde. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez une actualité sonnante et trépidante puisque la semaine dernière, dans le cadre des rencontres qui sont prévues à fréquence régulière à la délégation Outre-mer au Sénat, vous avez reçu Claire Hédon et vous avez eu l'occasion de lui dire que vous n'étiez pas totalement en phase avec elle. Oui, Claire Hédon, la défenseure des droits, était venue comme chaque année devant la commission des lois pour son rapport d'activité annuel avec ses équipes. Et à l'occasion du soutien de son rapport, en tout cas de la présentation de son rapport, j'ai eu à lui rappeler un certain nombre de choses, et notamment qu'il ne fallait pas être manichéenne lorsqu'il s'agissait des sujets de Mayotte. Je lui ai rappelé que à Mayotte, dans le cadre de l'opération Bouchou, il est incorrect de parler de décasage parce que le décasage renvoie à des pratiques illégales d'expulsion et de destruction de Banga, alors que nous le savons, cela a été dit à plusieurs reprises, dans le cadre de l'opération Wambouchou, la destruction de bidonvilles se fait en conformité avec la loi, notamment les dispositions de la loi Elan, à telle enseigne que le préfet avait suspendu Talus 2 parce que des citoyens, des justiciables avaient saisi la justice pour suspendre la destruction de ces bidonvilles. Donc c'est bien que nous ne sommes pas ailleurs que dans un pays de droit où les choses se font conformément à la loi. Dans cette intervention de Claire Hédon, vous avez aussi pu lui rappeler toutes les difficultés qu'ont les collectivités territoriales, les moins bien dotées financièrement de France, face à la scolarité des enfants, des mineurs, puisque c'était l'objet du rapport, des mineurs issus de l'immigration. Vous parliez clandestine, vous parliez notamment des quassas scolaires. Oui, les principes défendus par la défenseure des droits, j'ai commencé par ça, et tout le monde est d'accord avec ces principes. Maintenant, ramener à la situation de Mayotte, où les communes n'en peuvent plus avec les sujets du quotidien, les communes sont saturées. Elles sont saturées parce qu'une fois avoir programmé l'inscription des élèves, du jour au lendemain, dans cette période qui va bientôt commencer, on voit débarquer des quassas scolaires avec des centaines de gamins supplémentaires et on demande du jour au lendemain à des communes qui sont déjà prises à la gorge de faire face. Donc tout le monde, je pense à Mayotte, vous dira, mais par principe, c'est vrai que la scolarité des enfants, c'est quelque chose d'important. Mais il ne faut pas faire comme si à Mayotte, les choses se passaient normalement et qu'il n'y avait pas cette immigration clandestine massive qui fait que, ici à Mayotte, nous n'arrivons pas à supporter les conséquences de cette immigration. Mais sénateur Tani, est-ce que ça veut dire à un moment donné que la société doit se poser cette question, alors avec les élus et évidemment dans le respect des textes, mais est-ce qu'on a encore les moyens de scolariser tous les enfants à Mayotte ? Est-ce qu'il faut se poser cette question ? La question se pose déjà. La question se pose tous les ans. Les maires se posent ces questions. Les directeurs et directrices d'école se posent ces questions. Et à force de ne pas avoir de réponse satisfaisante, parce que la réponse, ça ne peut plus être celle qui consiste à surcharger avec des enfants qui n'ont pas le niveau. Et pour conséquence, ça baisse le niveau de l'ensemble des enfants, y compris des nôtres. Et si ce n'est que ça comme réponse, eh bien, les Mahorais, les représentants des Mahorais, dont moi en premier, nous allons proposer de modifier les textes parce que, encore une fois, on ne peut pas sacrifier nos propres enfants, on ne peut pas sacrifier nos propres collectivités
pour faire plaisir à un gouvernement en face qui décide de totalement se désintéresser de sa population. Alors dans ce rapport, il y a un autre sujet très important qui secoue les discussions régulièrement, c'est les mineurs isolés, les parents clandestins en situation donc irrégulière d'origine comorienne qui sont ramenés sans leurs enfants, et la défenseur des droits souligne que les enfants au centre de rétention, c'est pas possible. Mais toute la population souhaite qu'il y en ait plus pour que les parents repartent avec leurs enfants. Là aussi, qu'est-ce qu'on fait si la rétention des mineurs dans les centres de rétention à Mayotte cesse? Là, je rappelle que cette rétention, là aussi, se fait conformément à la loi, conformément aux prescriptions légales. Et les deux seules fois où ça n'a pas été respecté, eh bien, il y a eu des recours qui sont allés jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme. Et dans une affaire de 2020 ou de 2021, en tout cas relativement récente, la France a été condamnée pour 2 cas. Là aussi, il ne faut pas faire comme si c'était des condamnations habituelles pour tous les cas de rétention. Dans ces 2 cas précis, l'attachement de 2 mineurs à des adultes n'était pas faite conformément à la loi, ce n'était pas ses représentants légaux, et la justice a estimé que la loi a été violée. Mais demander qu'à Mayotte, on n'ait plus la possibilité, dans le cadre des reconduites à la frontière, que les mineurs puissent passer au centre de rétention, mais ça équivaudrait à étouffer l'île de l'immigration clandestine, tout simplement. Et encore une fois, moi je me battrai, les élus mahorais, nous nous battrons pour sortir de ce cercle vicieux, parce que nous estimons que ce n'est pas à nous, ce n'est pas aux Mahorais de subir les premières conséquences, encore une fois, de l'inaction du gouvernement comorien. Sénateur Tani, autre sujet d'importance dans l'actualité, la loi justice. Vous avez fait voter 15 amendements qui vont nous aider dans la problématique. Quels sont-ils? Alors il y en a un sur lequel je tiens vraiment à insister, c'est que parfois, même très souvent, il arrive ici que un justiciable devant la juridiction pénale soit orienté en tant que mineur devant une juridiction pour mineurs, et on se rend compte que en fait ce n'est pas un mineur, c'est un majeur. La procédure jusqu'ici consistait à renvoyer le dossier à la case départ, c'est-à-dire au parquet, pour que le parquet trouve une date de convocation et on pouvait perdre plusieurs mois. Eh bien, grâce à un amendement que j'ai fait passer, lorsqu'on se rend compte devant la juridiction des mineurs qu'il ne s'agit pas d'un mineur mais d'un majeur, eh bien, la juridiction tout de suite renvoie devant la juridiction des majeurs à une date connue, voilà, d'avance, et la plus proche possible. Ensuite, des amendements aussi qui me tiennent à cœur. J'avais proposé avec un collègue LR pendant la crise Covid, dans un rapport, de créer des tribunaux des affaires économiques qui remplacent les tribunaux de commerce, parce qu'aujourd'hui, les tribunaux de commerce peuvent traiter à la fois des affaires économiques, mais aussi des affaires civiles. Et donc, nous avons proposé qu'il y ait un tribunal des affaires économiques qui traite toutes les affaires économiques, et non pas tantôt des affaires civiles, tantôt des affaires commerciales. Et ça aussi, cela a été accepté. Et la dernière chose sur laquelle je veux insister, c'est que récemment, l'année dernière, le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, est venu ici pour promettre une cité judiciaire, pour promettre un centre éducatif fermé, ainsi qu'une 2e prison. C'est très bien, c'est un bon début, mais ces textes que nous avons votés, ce sont des lois de programmation de ce qui va se passer d'ici 2023 à 2027. Donc, moi, je suis intervenu pour dire qu'il ne faut pas qu'on loupe cette programmation, et que ces projets hyper importants pour nous, pour la prison, il faut même prévoir quelque chose d'intermédiaire avant d'attendre la construction de la 2e prison, vu ce qui se passe au centre de Magicavo. Et c'était pour rappeler au garde des Sceaux que les projets de Mayotte
qu'il a promis sont des projets hyper prioritaires. Alors justement, sénateur Tani, parlons de la situation de la prison, 230% de surpopulation carcérale, des surveillants pénitentiaires qui sont à bout de force, de nerfs, on appellera ça comme on veut, et qui ont été amenés à manifester quand bien même ils n'ont pas le droit de grève il y a moins de 10 jours. Qu'avez-vous pu obtenir comme information sur 2 sujets de préoccupation majeure? Un, la date de début de travaux pour l'agrandissement de la prison actuelle, et puis également où en est-on de la construction, de l'identification du site de cette 2e prison? Alors pour la situation de Majicavo, elle est intolérable, elle est inacceptable, et moi j'apporte mon soutien le plus farouche aux surveillants pénitentiaires. C'est ce qui se passe, le garde des Sceaux est au courant, mais moi de mon côté, je transfère systématiquement pour l'alerter de la situation d'urgence. Il faudra faire quelque chose d'intermédiaire entre aujourd'hui et la construction de la nouvelle prison. Sinon, je ne vois pas comment on va gérer cette situation. Et c'est quand? Alors, c'était une loi de programmation. Moi, ce qui me tenait à cœur, c'était que ces projets-là soient actés. Maintenant, moi, je demande, je ne suis pas décideur. C'est dommage. Oui, c'est dommage parce que, alors, pour la 2e prison, il y a un problème foncier. Moi, je fais un appel solennel aux maires, aux représentants des collectivités qui peuvent, comme on le voit assez souvent ailleurs, en métropole, dire « oulala, une prison dans ma commune, c'est pas ça ». La construction d'une prison, il n'y a pas d'équivalent. En tout cas, c'est quelque chose qui apporte énormément économiquement, parce qu'il n'y a pas que la prison, mais tout autour, il y a une activité économique qui est lancée. Et puis, c'est l'endroit le plus sûr du monde. Parce que personne n'a intérêt à ce qu'il y ait des évasions. Je vous donne, par exemple, l'exemple de la prison de la Santé, dans le 13e arrondissement. Eh bien, si vous ne passez pas devant, vous n'avez pas l'impression que c'est une prison. Tout autour, il y a des écoles, il y a des hôpitaux, il y a des zones hypersensibles. Et ça ne pose pas souci parce que c'est hyper sécurisé. Donc, parce qu'on en est là aujourd'hui, on a un problème foncier parce que personne ne veut de la prison sur sa commune? Il peut y avoir de ça. Moi, c'est l'une des choses que je vais vraiment travailler avec les maires. Il nous faut absolument cette 2e prison. Le ratio européen, il me semble, c'est 230 places de prison pour 100 000 habitants. On est officiellement à 300 000 habitants, donc 230 places multipliées par 3. On est très loin du compte. Il manque 2/3 des places pour répondre aux standards. Vous ajoutez en plus la population irrégulière supplémentaire, qui n'est pas celle sans stigmatiser qui est la moins délinquante, mais vous voyez bien que, comme pour d'autres secteurs, nous sommes dans une misère en termes de places de prison. Donc, il faudrait que tout le monde rejoigne ce combat. Je viens de l'expliquer. On peut l'expliquer davantage. C'est aussi important que d'autres sujets, parce que si on ne fait pas ça, on ne renforce pas la sécurisation de notre île. Merci beaucoup, sénateur Tani. C'est déjà fini? Ben oui, il est déjà l'heure. Ça passe très vite. Ça passe très vite. Merci. Mais vous revenez très vite. Merci, en tout cas, de votre invitation. Merci. Bientôt. À bientôt. Au revoir. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.